Bienvenue pour cette exploration des liens assez complexes entre ce qu'on met dans notre assiette et notre bien-être général. Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet vraiment d'actualité, l'impact du sucre, mais aussi des aliments transformés sur notre santé métabolique. On s'appuie sur pas mal d'infos d'experts. Absolument. L'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de piger pourquoi certains aliments, ils nous posent problème. Et puis voir comment faire des choix plus malins pour se sentir bien, plein d'énergie. Voilà. On va essayer de rendre ça le plus clair possible. Prêt? Oui, tout à fait. On va regarder d'un peu plus près les mécanismes biologiques, en se basant sur les données qu'on a, pour comprendre comment l'alimentation influence notre santé, vraiment au niveau cellulaire. Super. Alors, commençons par la base, le métabolisme. On entend ce mot tout le temps, mais c'est quoi exactement en fait? Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans notre corps pour transformer ce qu'on mange et ce qu'on boit. En énergie. Voilà, en énergie que nos cellules peuvent utiliser. C'est un peu comme le moteur d'une voiture, si vous voulez, qui utilise l'essence pour avancer. D'accord, l'image est claire. Une bonne santé métabolique, ça veut dire que ce moteur tourne bien, qu'il est efficace. Et apparemment, beaucoup de moteurs ne tournent pas si bien que ça. Surtout aux États-Unis, les chiffres sont assez alarmants, non? Effectivement. Les études montrent qu'une très grande majorité d'adultes américains n'ont pas une santé métabolique optimale. Ah oui, quand même. Oui, oui. Et c'est préoccupant parce qu'un métabolisme qui déraille, c'est un facteur de risque énorme pour plein de maladies chroniques. Le diabète de type 2, les maladies cardiaques. C'est ça. L'obésité aussi, bien sûr. Et on voit même de plus en plus de liens avec des troubles comme la dépression, l'anxiété. C'est fou. Et souvent, au cœur du problème, on trouve un souci avec les mitochondries. Les mitochondries. Oui, ce sont nos petites centrales énergétiques à l'intérieur de chaque cellule. Si elles fonctionnent mal, les cellules manquent de jus, quoi. Elles sont sous-alimentées, en quelque sorte? Exactement. Elles n'arrivent plus à faire leur boulot correctement. D'accord. Alors parlons d'un des coupables souvent désignés, le sucre. Le sucre de table, le saccharose, ou ce fameux sirop de maïs à haute teneur en fructose, le HFCS. Ah oui, celui-là. C'est quoi la différence principale entre les deux? Alors, le glucose, c'est simple. C'est le carburant de base pour toutes nos cellules. Indispensable. Notre corps sait même en fabriquer lui-même. D'accord. Le fructose, lui, il n'est pas essentiel pour nous. Et surtout, il est métabolisé différemment. C'est principalement le foie et l'intestin qui s'en occupent. Pas les autres cellules. Beaucoup moins, en tout cas pas pour produire de l'énergie directement comme le glucose. Et ce HFCS, effectivement, l'industrie adore ça parce que c'est pas cher et ça sucre beaucoup. Ok. Et pourquoi ce fructose est-il si problématique? Qu'est-ce qui cloche avec lui? D'abord, il est très lipogénique. Ça veut dire qu'il se transforme très très facilement en graisse, En graisse. directement. Oui, surtout en triglycérides. Et ça se passe direct dans l'intestin et dans le foie. Ça peut vite les surcharger. Ah oui. Et en plus, il y a des soupçons, enfin, des études qui montrent qu'il pourrait abîmer la paroi de l'intestin. La fameuse barrière intestinale. Exactement. Les jonctions serrées entre les cellules, si elles sont abîmées, l'intestin devient poreux. C'est le leaky gut. L'intestin passoire, ça fait un peu peur comme image. Oui, et ça laisse passer des trucs qui ne devraient pas passer dans le sang. Résultat, inflammation. Une inflammation qui se promène partout. Voilà, une inflammation chronique à bas bruit qui est liée à énormément de maladies. D'accord. Et ce n'est pas tout. J'ai lu que le fructose joue aussi sur le cerveau. Oui, et ça c'est vraiment fascinant et un peu inquiétant. Le fructose active directement les circuits de la récompense dans le cerveau. Comme certaines drogues. Un peu sur le même principe, oui. Ça stimule les zones du plaisir. Du coup, ça peut vraiment créer des envies très fortes, voire une forme de dépendance à certains aliments très sucrés. Le mot addiction est quand même fort, c'est comparable? Disons que les voies nerveuses qui sont activées sont similaires. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose en termes d'intensité ou d'impact social, bien sûr, mais le mécanisme de renforcement, ce désir compulsif, Oui, il peut y avoir des parallèles assez troublants pour certaines personnes avec certains produits. d'accord, je vois. Et l'insuline alors? Manger beaucoup de sucre, ça fait monter l'insuline, c'est bien ça? Tout à fait. Quand on mange beaucoup de glucides rapides, de sucre ajouté, hop, le pancréas libère plein d'insuline. Et l'insuline, son rôle, c'est de faire rentrer le sucre dans les cellules? Si on a tout le temps des pics d'insuline, on a des niveaux élevés en permanence. Et on stocke plus de graisse. On stocke plus de graisse, oui. Mais il y a encore autre chose de plus pernicieux. Ah bon? Quoi donc? Cet excès d'insuline, il peut complètement brouiller le signal d'une autre hormone, La leptine. la leptine. C'est l'hormone qui dit stop, j'ai plus faim. Exactement. C'est l'hormone de la satiété.
Elle est produite par nos cellules graisseuses et elle dit au cerveau « c'est bon, les réserves sont pleines, on arrête de manger Mais attendez, si l'insuline bloque ce message, ». Eh ben oui. ça veut dire que mon cerveau peut me crier j'ai faim alors que mes placards sont pleins à craquer. C'est un piège. C'est une excellente image. C'est exactement ça. Le cerveau ne reçoit plus le signal stop, il pense qu'on manque d'énergie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche la faim et il nous pousse à moins bouger pour économiser l'énergie qu'il croit ne pas avoir. C'est un cercle vicieux terrible. Absolument redoutable, oui. Et ce sucre, comme on disait, il n'est pas que dans les gâteaux. Il se cache partout, même dans le pain de mie, les sauces tomates. Partout, ouais. J'ai lu un chiffre fou, plus de 260 noms différents sur les étiquettes pour le désigner. C'est ça. Ce qui rend la tâche quasi impossible pour savoir combien on en mange vraiment. Comment on fait alors? Heureusement, maintenant, sur les nouvelles étiquettes, il y a la ligne « don sucre » ajoutée. Ça, c'est une aide précieuse. Ah oui, c'est vrai. Et une règle simple que certains experts donnent, c'est d'essayer de viser moins de 4 grammes par portion. 4 grammes, c'est une cuillère à café à peu près. Oui, c'est ça. Ça donne un repère concret. Bon, au-delà du sucre, il y a aussi tous les additifs dans les aliments transformés. Les sources parlent d'additifs cosmétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont tous ces ingrédients qu'on ajoute pas pour nourrir, mais pour améliorer l'apparence du produit, sa texture, son goût, ou pour qu'il se conserve plus longtemps. Les colorants, les émulsifiants? Voilà. Arômes artificiels, exhausteurs du goût, la liste est longue. Et certains posent question, comme les émulsifiants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Les émulsifiants, ça sert à mélanger l'eau et l'huile, par exemple pour rendre une sauce bien lisse. Mais leur mode d'action ressemble un peu à celui des détergents. Des détergents? Carrément? Oui, c'est l'analogie qui est faite. Et du coup, il y a des recherches qui suggèrent que ça pourrait fragiliser la couche de mucus qui protège notre intestin. Et on retombe sur le leaky gut, l'inflammation. Exactement. On vient toujours un peu à ça. L'impact précis de chaque additif, seul, c'est compliqué à évaluer, et ça fait débat. Oui, j'imagine. Mais c'est leur accumulation, leur cocktail dans certains produits, et le fait qu'on en mange beaucoup qui interroge. Justement, ces produits, les aliments ultra transformés, c'est la catégorie 4 de la classification Nova, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui les définit vraiment? Alors, ce sont des produits industriels très complexes. Souvent, ils sont fabriqués à partir d'ingrédients qui ont déjà été décomposés. De l'amidon, du sucre, des graisses, auxquels on rajoute tout un tas d'additifs. Les chips, les gâteaux industriels, les plats tout prêts. C'est le genre, oui. Soda aussi. Leur grande particularité, c'est qu'ils sont souvent conçus pour être hyper palatables. Hyper palatable. Ça veut dire tellement bon qu'on ne peut plus s'arrêter. Conçu pour nous hacker un peu. C'est un peu l'idée, oui. Ils sont formulés pour donner un maximum de plaisir en bouche, pour stimuler à fond nos circuits de la récompense. Ce qui fait qu'on en mange trop sans s'en rendre compte. Exactement. On dépasse facilement nos besoins, et le pire, c'est qu'ils sont souvent très riches en calories, mais pauvres en vrais nutriments. Peu de fibres, de vitamines, de minéraux. Donc on mange, mais nos cellules, elles ont encore faim. C'est ça. Elles ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin et elles continuent de réclamer. Certains chercheurs parlent de confusion cellulaire massive. C'est fort comme terme. Oui. Et si on regarde plus largement, la consommation élevée de ces aliments est très clairement liée à l'augmentation de toutes les maladies métaboliques dont on a parlé. Diabète, obésité, maladie cardiaque. Voilà. Mais ce qui est aussi très préoccupant, ce sont les liens qu'on découvre de plus en plus avec la santé mentale. La dépression, par exemple. Oui, notamment la dépression. Et ça touche particulièrement les jeunes, les ados et les jeunes adultes. Ça, c'est vraiment inquiétant. Bon, face à ce tableau un peu sombre, quelle est la piste? C'est quoi la recommandation des experts? Revenir à des choses plus simples. C'est exactement ça. La recommandation numéro 1, c'est vraiment de privilégier les aliments complets, bruts, le moins transformés possible. La nourriture que nos grands-parents reconnaîtraient en gros. C'est une bonne image, oui. Ces aliments-là, ils apportent la bonne information, les bons nutriments à nos cellules. Elles savent quoi en faire et elles peuvent nous envoyer des signaux clairs de faim et de satiété. On retrouve une régulation naturelle. Voilà. Et dans ces aliments complets, il y a un élément clé. Les fibres. Les fibres, absolument cruciales. On les trouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. Et elles servent à quoi exactement? À plein de choses. D'abord, elles agissent un peu comme une éponge ou un filet dans l'intestin. Une éponge? Oui, elles ralentissent l'absorption des sucres et des graisses. Du coup, ça évite les gros pics de sucre dans le sang après le repas. Et donc les gros pics d'insuline aussi, j'imagine. Exactement. Ça, c'est déjà énorme. Mais ce n'est pas tout. Les fibres, c'est aussi la nourriture préférée de notre microbiote intestinal. Ah, nos bonnes bactéries. Oui,
Et là, c'est passionnant. Quand ces bactéries mangent les fibres, elles les fermentent et elles produisent des substances super bénéfiques pour nous. Ah bon? Lesquels? Les acides gras à chaîne courte, ou AGCC, en donnant. Et ces AGCC, ils nourrissent les cellules de notre côlon, ils améliorent notre sensibilité à l'insuline, ils aident à calmer l'inflammation partout dans le corps. C'est incroyable. Oui, et ils pourraient même avoir un impact sur notre humeur, notre cerveau. Il faudrait en manger combien de fibres idéalement? L'objectif souvent cité, c'est d'essayer d'atteindre au moins 30 grammes par jour. Et surtout, de varier les sources. Fruits, légumes, légumineuses, noix, graines, céréales complètes. 30 grammes? Ça demande un effort conscient, j'imagine. Oui, il faut y penser un peu, c'est sûr. On en est souvent loin. Et les aliments fermentés dont on entend parler aussi, comme la choucroute, le kéfir, le kimchi, ça aide? Oui, ça peut être un plus. Surtout ceux qui contiennent encore des cultures vivantes en général. Ceux qu'on trouve au rayon frais, pas les versions pasteurisées en conserve. Pourquoi? Parce qu'ils apportent directement de bonnes bactéries dans notre intestin. Ça peut aider à diversifier le microbiote et à réduire l'inflammation. Il faudrait en manger beaucoup? Non, pas forcément. Intégrer 1 ou 2 petites portions par jour, si on aime ça et qu'on les digère bien, ça peut déjà être bénéfique. D'accord. Bon, alors très concrètement, pour quelqu'un qui veut agir, améliorer sa santé métabolique, par où commencer? Et déjà, il y a plusieurs pistes. D'abord, évidemment, le choix des aliments. On l'a dit, Oui, et le plus brut possible. lire les étiquettes. Oui, chercher des listes d'ingrédients courtes. Idéalement, pas de liste du tout comme pour un légume. Traquer les sucres ajoutés, moins de 4 grammes par portion si possible. On peut s'aider d'applis ou de sites, hein? Oui, il y a des outils qui utilisent la classification NOVA, par exemple, pour identifier le degré de transformation. On essaie de rester dans les catégories 1, 2 ou 3. Ok, choisir le moins transformé. Quoi d'autre? Ensuite, on peut s'intéresser au moment où on mange. Le quand, C'est-à-dire? l'alimentation limitée dans le temps, qu'on appelle aussi TRF, Time Restricted Feeding. L'idée, c'est de concentrer toute sa prise alimentaire sur une fenêtre de 8 à 10 heures par jour. Par exemple, manger seulement entre midi et 20 heures? Ou entre 10 heures et 18 heures, oui. Les études montrent que ça peut améliorer la sensibilité à l'insuline, aider à réguler le sucre dans le sang. Et ça fait quoi d'autre? Ça pourrait même stimuler les processus de nettoyage à l'intérieur de nos cellules, l'autophagie. Un nettoyage cellulaire. Juste en espaçant les repas, ça semble être un des bénéfices, oui. Donner au corps une vraie pause digestive chaque jour. La régularité des horaires de repas est importante aussi pour nos horloges internes. Fascinant. Mais j'imagine que l'assiette et les horaires, ça ne suffit pas. C'est tout un ensemble. Ah mais complètement, c'est une approche globale. L'activité physique, c'est fondamental. Même juste marcher régulièrement, ça aide énormément les muscles à utiliser le sucre, ça améliore la sensibilité à l'insuline, Le sommeil aussi, j'imagine? crucial. Un bon sommeil suffisant en quantité et en qualité. Le manque de sommeil dérègle toutes nos hormones, y compris celles du métabolisme. Et le stress? Le stress chronique, c'est un autre ennemi. Il nous fait produire du cortisol et ça perturbe la gestion du sucre et favorise le stockage de graisse. Donc, bouger, bien dormir, gérer son stress. Les classiques en somme. Les classiques, mais ô combien essentiels. On pourrait même ajouter l'importance de voir la lumière du jour le matin ou de ne pas surchauffer son intérieur. C'est tout un écosystème. D'accord. Et pour aller plus loin, est-ce qu'on peut mesurer sa propre santé métabolique à l'œil, avoir des indicateurs? Oui, et c'est même très utile pour voir où on en est et adapter sa stratégie. Des analyses de sang classiques demandées par le médecin. La glycémie à jeun, Oui, la glycémie à jeun, le taux de triglycérides et surtout l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c. l'HbA1c. Oui, ça donne une idée de la moyenne du taux de sucre dans le sang sur les 3 derniers mois. C'est un très bon indicateur. Et il y a des outils plus insight? Dynamique. Oui, les moniteurs de glucose en continu, les CGM, c'est un petit capteur qu'on porte et qui mesure le sucre en temps réel. Ah oui, on en voit de plus en plus. C'est très éclairant parce que ça permet de voir directement comment son propre corps réagit à tel aliment, à l'exercice, au stress. C'est comme avoir un tableau de bord personnel. Se connaître soi-même pour mieux agir finalement. C'est exactement l'idée. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le message clé, c'est que le sucre ajouté en excès, surtout le fructose, et ces aliments ultra transformés pleins d'additifs, peuvent vraiment dérégler notre biologie en profondeur. Oui, le métabolisme, les hormones, l'intestin, le cerveau. Et c'est fortement lié à l'épidémie de maladies chroniques qu'on connaît. C'est un constat assez lourd quand même. C'est vrai. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, les solutions existent et elles sont vraiment efficaces. C'est-à-dire, Revenir à une alimentation basée sur des aliments vrais, complets, riches en fibres. Ajouter peut-être des aliments fermentés. Faire attention au rythme des repas. Et intégrer tout ça dans un mode de vie globalement sain. Bouger, dormir, gérer le stress.
Tout ça peut vraiment faire une différence. Une différence énorme. Ça peut améliorer significativement la santé métabolique et dans certains cas même inverser la tendance. Donc, il ne s'agit pas forcément de viser la perfection tout de suite, mais plutôt d'initier un changement, même petit, et de s'y tenir sur la durée. Absolument. C'est la constance qui paie. Des petits pas réguliers peuvent avoir un impact majeur à long terme. C'est encourageant. Tout à fait. Il faut voir ça comme une direction à prendre, plus qu'une destination finale à atteindre. Et d'ailleurs, tout ça, ça soulève une question intéressante pour finir. Oui, Une dernière pensée à méditer, peut-être. Quand on voit à quel point ces aliments ultra transformés sont spécifiquement conçus pour jouer avec notre biochimie, nos hormones, nos centres du plaisir dans le cerveau, quelle est la part de nos choix alimentaires qui est vraiment euh, volontaire, consciente? et quelle part serait... Et quelle part est une réponse presque conditionnée, presque programmée par la nature même de ces produits?